bonjour, merci beaucoup. Deux choses, c'est d'abord suite à ce qu'a dit, à ce qu'ont présenté Fanny et Laurence, qui sont des sujets alimentés de chiffres et d'études. Nous, on va parler, ou je vais parler d'une partie sensorielle, donc qui est beaucoup plus intime. Donc avant, vous avez parlé du vin, et là, moi, je vais plutôt exposer ou parler de choses sur nous, pas surtout sur vous d'ailleurs, parce que. Et puis la deuxième chose, c'est comme c'est aussi, je savais que les trois intervenants auraient ou j'imaginais des présentations très très bien faites et structurées. La mienne va être très kitsch, mais c'est bien aussi. Donc on y va. Alors, on va parler de la représentation de l'équilibre, ou les représentations de l'équilibre, de la perception sensorielle, de la notion d'équilibre et des déterminants. En gros, j'ai pris le titre de l'intervention, je l'ai coupé en plusieurs morceaux, puis je l'ai mis dans un autre sens. Et on va commencer donc par la représentation de l'équilibre. D'habitude, la représentation de l'équilibre dans le monde du vin, c'est un tableau où il y a des mots, puis des flèches, puis ça arrive à un espace qui est l'équilibre. C'est assez génial. En tous les cas, c'est d'une simplicité extrême, et ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, en tous les cas, c'est une façon de le dire avec... enfin, voilà quoi. On pourrait mettre... je sais pas. Ce qu'on s'aperçoit, c'est surtout que ces représentations, il y en a beaucoup, comme ça, et ça fournit de mots, quoi. C'est-à-dire que là, c'est génial, parce que c'est trapu, étoffé, carré, un vin carré. C'est un peu... Voilà, un vin carré, c'est nouveau. Bon, d'accord, on n'a qu'à faire des bouteilles carrées, comme ça le vin sera carré. C'est fondu, c'est frais, c'est généreux, c'est doux, c'est gras, c'est faible, c'est molle, c'est vive. Et puis dans l'étoile, c'est génial, quoi. Donc, en fin de compte, la représentation de l'équilibre, historiquement, parce que c'est dans les livres d'œnologie depuis très longtemps, elle est comme ça. Donc ça aussi formate notre manière de comprendre ou de représenter l'équilibre. Donc c'est quoi l'équilibre d'un vin ? Pour beaucoup, ou pour tout le monde, mais on ne va pas dire que c'est issu d'une réflexion ou d'une observation de l'objet, du produit. C'est avant tout un croisement entre les tanins, l'acidité et puis le gras, le moelleux, le sucré. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est au milieu. Alors on va changer de perspective parce que sinon c'est trop facile. Donc juste avant de changer de perspective, l'idée c'est de parler aussi de la perception sensorielle, de tout ce que ça nous permet, mais aussi de toutes les limites qu'on en a. Et les limites sont grandes. Donc d'abord sur le niveau. La première des choses, c'est que pour parler de la perception, nos sensations sont à l'origine de la perception qu'on a à la fois de notre environnement et à la fois des objets de notre environnement. Voilà. Et donc du vin en particulier. Donc c'est quand même cette perception qu'on a qui est la première approche technique du vin. Et cette approche sensorielle, on la traduit par des mots. Et c'est ça le problème. Enfin, ou pas d'ailleurs. Ces mots, c'est le premier maillon d'une mesure, d'une analyse, d'une comparaison. Je bois ce vin-là. Ah, il n'est pas comme celui-là. Quelle est la différence ? Et je vais mettre des mots. Alors je dis ça parce que la notion d'équilibre et de déséquilibre va être très liée à justement cette variation et comment on est capable de l'appréhender. Le but pour les professionnels que nous sommes, c'est que ces mots vont nous servir à essayer d'avoir une influence technique pour modifier le vin, dans un sens où il sera considéré comme étant meilleur ou mieux commercialisable. C'est-à-dire que quand on dit amer, par exemple, qui est une qualité par recherchée, c'est parce qu'on a une compréhension de l'amertume un peu particulière. Et puis surtout, je suis sûr que je la partage avec mes voisins. Ce qui est, d'un point de vue physiologique, totalement faux. On va le faire dans un atelier tout à l'heure. En gros, on le redira, mais la variation de la perception
interindividuelle de molécules de l'amertume va de 1 à 500. Donc si Fanny est très sensible à l'amertume, il me faudrait 500 fois la même molécule dans la même matrice de vin pour que je sente l'amertume au même niveau. Ce qui veut dire que quand elle va me dire que c'est amer, comme c'est Fanny, je vais dire oui. Parce que je suis gentil, en général. Et voilà, mais dans la réalité, je ne le sens pas. Donc on va essayer de dire, bon, on fait quoi avec ça? Et puis si Fanny n'aime pas l'amertume, mais ce qui lui est propre, ce qui est l'ordre de ses choix, de sa culture, de son histoire, son parcours, mais moi j'aime l'amertume. J'adore les oranges amères, j'adore le café, voilà, j'adore tout ça. Mais en plus, c'est pas de chance parce que elle est très sensible et moi je le suis pas. Donc vous voyez l'énorme différence qui aboutit que quand on veut faire une représentation dite synthétique de l'amertume, soi-disant, parce qu'il est déclaré comme n'étant pas bon dans le vin, on est très loin de pouvoir réellement maîtriser, mesurer ça et avoir un effet notable. On va donc observer, en fin de compte, rapidement, mais la perception sous plusieurs angles. Voilà. Le goûteur lui-même et sa capacité à percevoir... J'étais trop vite. On y revient. Bon, c'est pas grave. C'était, voilà, pour dire les trois titres. Voilà, le goûteur, sa capacité à percevoir, on en a parlé un peu, puis on va parler surtout des mots utilisés et la relation du sujet et de l'objet. Alors, on est à la fac, hein, donc voilà, il faut mettre un petit truc, sujet-objet, dissertation, vous avez un quart d'heure. Ok, la première chose, c'est que pour le dégustateur en général, il y a un certain intérêt à comprendre, à organiser ses sensations afin de l'utiliser de manière plus construite dans la connaissance du vin. Laurence le disait tout à l'heure dans son étude, les initiés, les jeunes consommateurs initiés sont très demandeurs d'informations. Ces informations sont bien sûr sur le vin, mais de cours de dégustation, on voit bien les descriptions des vins, fruités et ronds, souples, généreux, voilà, il y en a plein. Donc voilà, on cherche à savoir ça. D'où la nécessité d'un calage sur ces termes et d'où l'utilisation de termes qui sont complètement génériques. De dire d'un vin qu'il est fruité, ça me rassure. Si un vin n'était pas fruité, voilà, il faut voir. Donc en tous les cas, ça nécessite ce calage et cet entraînement sur les différents descripteurs des vins. Ce que les professionnels du monde du vin vont comprendre, ce calage, cette nécessité d'utiliser des termes relativement précis, référencés en tous les cas, pour qu'on puisse, comme on disait tout à l'heure, parler de cette amertume. Parce que c'est pas parce qu'on a une grosse variation qu'on ne peut pas en parler, qu'on ne peut pas avoir une action dessus. Mais en tous les cas, on va vouloir se caler sur ces mots. Mais pour le consommateur, ça peut paraître futile, voire inutile, puisque, en fin de compte, c'est aussi la communication, la poésie qui va aller autour, et que quand on est dans le domaine de confort de l'utilisation du vocabulaire, fruité, souple, rond, élégant, eh ben ça nous va très bien. Et que tout d'un coup, si on dit un petit peu autre chose, ce vin-là, il est génial, il faut le goûter, c'est le vin d'un super vignon, et il est rugueux, il est râpeux, et alors vraiment, il y a une super belle... Non, on va pas dire belle, parce que ça, c'est... Mais c'est très amer. Et le type aromatique est pas du tout fruité, mais il n'a pas cherché ça. Faites cette expérience, c'est génial. Luc, t'as aucune chance. C'est mort. Pourtant, faut goûter. Vraiment. Il y a quelque chose à découvrir. Bon. La variation interindividuelle des perceptions, comme on le disait, est très importante. Il est donc tout à fait normal que si on ne se cale pas, deux personnes qui ne se concertent pas vont avoir une description très ou complètement différente du même vin. On est d'accord avec ça ? Hein, voilà, si on ne se concerte pas, comme il y a une variation interindividuelle, l'exemple simple, un va dire il est amer, cette personne aura raison, l'autre va dire il n'est pas amer,
cette personne aura raison. Bon, c'est bien, c'est ouvert en tous les cas comme discussion. Par exemple, pour une odeur, on nomme toujours la source de l'odeur, mais jamais l'odeur elle-même. C'est ok ça? On nomme la source de l'odeur, c'est-à-dire l'objet à l'origine de l'odeur. C'est ce qu'on appelle une analogie, et on nomme pas l'odeur elle-même qui est composée d'un certain nombre de molécules odorantes qui va exciter notre nez, quoi. Enfin, voilà, nos capteurs. Donc comme on nomme la source de l'odeur, ça dépend des expériences qu'on a mémorisées. Et ça dépend de notre origine, notre éducation, notre culture et de nos habitudes de consommation aussi, tous les jours, qu'on va mémoriser. Mais si on n'a pas la même éducation, si on n'a pas eu les mêmes expériences, ben on peut avoir mémorisé pour certaines odeurs des sources odorantes qu'on ne va pas nommer de la même façon. En gros, quand on dit que ça sent la rose, y a sans doute suffisamment de roses différentes pour que, au moment où on va sentir la rose dans le vin, encore une fois, on va être d'accord parce qu'on est poli, on est sympa, on est des gens civilisés, mais on ne sent pas la même chose. Ou le contraire, on va sentir une odeur qu'on va pouvoir dire de manière une même odeur, avec une molécule, mais qu'on va pouvoir dire de manière très différente. Et on le voit tous les jours quand on fait des expérimentations sur les molécules odorantes dans le vin. Pareil, alors ça c'est pour les odeurs, mais pour le goût et les stimulations trigéminales, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais là on va essayer de nommer la sensation, sauf qu'on a très peu de vocabulaire. 4 mots pour le goût, 1 mot pour les stimulations trigéminales. Alors un mot qui ne soit pas employé à un champ sémantique extérieur. Par exemple, ça c'est frais, puis ça c'est frais, puis ça c'est frais. Voilà, sauf que ça c'est frais, c'est de l'ordre du thermique, ça c'est frais, c'est de l'ordre du trigéminal, et ça c'est frais parce qu'on ne veut pas utiliser le mot acide dans le vin, parce que c'est pas sympa. Pourtant acide, c'est acide, quoi, voilà. Donc, on a peu de mots, donc obligatoirement on a une description plus commune. Le vin, il est acide? Bah ouais, il est acide. Super, c'est facile, de toute manière, on n'a pas le choix. Donc, à dire qu'il est acide. Enfin, si, on peut dire qu'il est amer, ou qu'il est sucré, ou qu'il est salé. Mais un coup qu'on a utilisé ces 4 mots-là, et on n'a pas d'autres mots. Donc, quand on goûte quelque chose, un vin qui serait umami, cette 5e... attention, c'est pas une 5e saveur. Ce 5e mot qui dessinerait un ensemble de saveurs, non pas que seuls les Asiatiques peuvent sentir, on peut tout à fait le sentir nous, sauf qu'ils ont juste un mot supplémentaire dans leur lexique, qui date de 1918. Donc à la fois c'est très très récent, et à la fois il nous faut du temps, nous, pour prendre un nouveau mot dans le vocabulaire. Donc d'ici à ce qu'on arrive à décrire les vins plus précisément sur ces types de stimulation, il faut qu'on les invente, les mots. Les seuils de perception donc, sont très différents. Et donc ce qui rend toujours ou souvent le discours de l'autre incompréhensible. Moi ce que je dis c'est clair. Mais Luc, je comprends rien à ce que tu dis. Alors avec un peu d'humilité quand même, je dois accepter que Luc comprend rien non plus à ce que je dis. Voilà, sinon c'est pas équitable. Or, à beaucoup de moments, on fait des compromis nécessaires pour ça, mais sur des choses sur lesquelles on ne va pas assez loin, c'est-à-dire que les mesures que l'on veut appliquer ou adapter peuvent être liées d'une incompréhension. Bon, ok. On va aller plus vite. Les champs lexicaux, donc on va passer aux champs lexicaux. C'est plus compliqué parce que... c'est compliqué parce que le vocabulaire utilisé dans l'évaluation des vins n'a pas la même signification pour tous. L'illustration du petit... nous avons peu de vocabulaire et nous faisons référence, ce vocabulaire utilisé, à des expériences du passé mémorisées, personnelles. Si on s'est entraîné à l'acidité, on saura récupérer dans notre cerveau l'image de l'acidité et utiliser ce mot-là. Il y a un petit problème encore, je suis désolé, il n'y a que ça.
c'est que ce qu'on a mémorisé, c'est pas super fiable. Enfin, en général, hein, pas que pour les vieux comme moi. Voilà. Et c'est qu'en général, quand on fait des tests sur la mémorisation, ça c'est très intéressant, on s'aperçoit qu'on raconte un peu n'importe quoi. C'est pas très dur notre disque là. Voilà. Donc c'est pour tout le monde, hein, Florent. Ça nous arrive à tous. Donc on n'est pas très fiable. Voilà. Alors pour le consommateur, les mots vont être simples. Le consommateur en général, c'est qu'on est tous, hein, c'est qu'on va dire c'est bon ou c'est mauvais. Ce qui ne parle pas du vin, ce qui parle de nos préférences. Ce sont des termes hédoniques, bon et mauvais. Il n'y a pas de bon vin, il n'y a pas de mauvais vin, il y a celui que j'aime ou que j'aime pas. Facile. Les amateurs éclairés, ils ont beaucoup plus de vocabulaire. Ils vont dire c'est agréable, c'est délicieux, c'est un bon petit vin. Ça, c'est un bon petit vin. Hein, ça augmente. Il y a bon, il y a petit. Ça ne parle pas du vin non plus. Enfin, voilà. Et enfin, il y a ces termes hédoniques, on s'aperçoit que là aussi, ils sont personnels, subjectifs, et qui sont liés à nos habitudes de consommation. Effectivement, plus on goûte de vins qui ont un certain profil, plus on aimera ce profil dans les vins. Ça, c'est le fait de la répétition de la consommation. On aime toujours plus les aliments pour lesquels on a le plus d'expérience cumulée dans un environnement positif. Mais ça, c'est clair. C'est la mode de l'échantillonnage, Coca-Cola, voilà, qui fait que plus cette expérience est répétée positivement, plus on aime. On pourrait parler de ce qu'on n'aime pas, mais ce n'est pas le sujet du jour. Après, il y a un autre champ lexical qui est assez utilisé dans la commercialisation, dans la communication, ce sont les anthropomorphismes. Alors ça, c'est génial. Un vin élégant, c'est la tendance du vin élégant. Waouh! Riche, noble, généreux, c'est cool. On veut avoir le vin comme ami, avec toutes ses qualités. Alors, le truc, c'est que vous voyez, c'est toujours des mots appréciatifs. Appréciatif, c'est l'antonyme de péjoratif, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours des mots qui sont valorisants. C'est pas... Voilà. Bon, mais pourtant, qu'est-ce que ça veut dire un mot élégant, un vin élégant, un vin riche, un vin généreux? Alors, je ne sais pas, c'est en fin de compte, ça ne veut rien dire, surtout, on le sait. Ce sont des métaphores poétiques, commerciales, qui n'ont pas de lien avec l'objet réel. C'est une réalité. Mais qu'on les utilise n'est pas un problème. Juste techniquement, ça ne nous sert à rien. Ça, il faut le savoir. On dit, on va faire un plus généreux là maintenant? Ouais, enfin voilà. Donc tu vas le faire un peu moins cher surtout, ça va être plus généreux ton vin. Et voilà. Et pour la noblesse, c'est pareil, je ne sais pas comment on fait un noble de vin. Alors, juste ce qui est drôle, c'est le mot agressif qu'on va utiliser aussi. C'est exactement pareil, c'est un anthropomorphisme. Le vin agressif, il a encore mordu personne, enfin, j'ai pas lu en tous les cas ce type d'information. À l'inverse, mon voisin, des fois, est agressif, je sais pas pourquoi. Quand je mets la musique trop fort, ou je sais pas. Et là, ce qui est rigolo, c'est que nous, on va l'utiliser, ce terme-là, il a été utilisé, pour dire comment on pourrait améliorer son caractère de chien qui mord, quoi. Enfin, voilà. Et pour un vin, c'est là où c'est drôle, c'est un anthropomorphisme. Et là, tout d'un coup, c'est utilisé, mais de manière péjorative, minorative. C'est pas une qualité d'être agressif. Donc, vu que c'est pas une qualité, on va devoir le changer. Donc là aussi, l'utilisation des mots influe sur comment on perçoit et comment on va tenter d'intervenir. Enfin, donc, dans le mot, il y a les mots qu'on espère sensoriels. Cela dirait qu'il y a une stimulation physico-chimique qui arrive jusqu'à nos capteurs, et même si on a des variations interindividuelles fortes, on peut au moins, vu qu'on a la même stimulation, appréhender la façon dont on exprime ces sensations et nos variations. Donc normalement, on peut être dans un système répétable qui va nous permettre de mesurer et d'avoir une action.
Juste un dernier truc sur le rapport du sujet et de l'objet. Alors pourquoi il y a un zèbre? Juste parce que je trouvais la photo jolie. Aucun rapport. C'est pour ça. Voilà. Alors le sujet-objet, le sujet c'est l'objet c'est le vin et le sujet c'est l'individu, c'est nous, c'est vous. Un seul dégustateur, un seul d'entre nous, ne décrira que partiellement un vin, l'objet. Pourtant, vous tous, comme moi, quand vous le faites, vous avez raison. Voilà. C'est difficile de savoir que quelqu'un va décrire le vin différemment et qu'il a aussi raison. C'est insupportable. Pourtant, on a tous raison. Alors, c'est pas des magots, c'est que, en fin de compte, avec nos perceptions, eh ben, on décrit partiellement le vin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut le décrire très justement dans nos compétences. Ça, c'est clair. Mais en tous les cas, on n'a pas accès à l'ensemble des stimulations du vin. Chacun. Donc, donc la difficulté pour le dégustateur, c'est d'accepter ce que dit l'autre. D'accepter aussi que la minorité, c'est pas parce que c'est une minorité que ce qu'elle dit est stupide. Elle représente une minorité de l'information de l'objet, mais qui fait bien partie de l'objet quand même. Après, on le traite comme on veut. Donc, la seule façon technique, mais vous le savez tous ici, et c'est justement aussi ce qu'on va nous parler après, c'est d'avoir une approche plus large, plus statistique, qui nous permet d'avoir une description plus précise des contours de l'objet lui-même, donc du vin. Et en 4 minutes, je vais parler de tout le reste. Rapidement. La notion d'équilibre sur le vin rouge. La notion d'équilibre en général, dans la vie. Faut-il considérer l'équilibre comme un état stable ou instable? Alors ben voilà, ça compte, parce que si on cherche l'équilibre du vin, on cherche à atteindre l'état stable, ou alors on cherche à être dans un état d'instabilité qui pourrait nous faire retomber sur le déséquilibre. J'ai pas de réponse à ces questions en fait. C'est juste, c'est bien ça aussi. Je sais pas si c'est bien. Oh, je vais trop vite. L'équilibre est-il absolu? Alors, et là, il y a une réponse. C'est que oui, l'équilibre est absolu. C'est un peu comme celui qui le dit. Dans la réalité, c'est aussi relatif. Puisque chaque équilibre étant différent, donc il peut être que comparatif, cet équilibre. Donc il est relatif. Ouais. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on cherche? Je regarde Luc et voilà, je vois bien si ça marche ou pas. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'équilibre? Je sais pas. Une manière d'être plus stable, une manière d'être assuré, quelque chose qui nous permette de dire, d'exprimer à un moment donné que c'est l'objet recherché fondamental. Pourquoi on a cette recherche de l'équilibre? Enfin voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est moi qui pose les questions à la fin, en fin de compte. Et alors ça c'est drôle aussi, on ne dit toujours pas un vin équilibré, on dit un vin bien équilibré. Ça c'est petite... je titille sur le langage, comme dirait Laurence. Mais c'est clair qu'un vin mal équilibré, c'est dommage quoi. Bon voilà. Voilà quoi, alors le pouvoir des mots est quand même fascinant parce que, en dehors que ça fait sourire, ça forge la manière dont on pense. Moi, je voudrais un vin mal équilibré. Et enfin, le charme du déséquilibre, bah ouais, j'espère quand même un petit peu, quoi, que justement, tous les vins ne soient pas bien équilibrés. Ça ne veut pas dire semblable, hein, on est d'accord, j'ai réfléchi un petit peu avant, mais juste sur le déséquilibre, le charme d'un vin un petit peu oxydatif, les grands vins jaunes, les xérès, le charme de vins puissants en alcool, les vins mutés, super Bordeaux,
Maury et tout ça, les vins avec très très peu d'alcool, des petites bulles comme ça, comme les Moscato d'Asti, et une acidité très vive. Ça c'est que des vins super déséquilibrés. Mais alors ils sont géniaux quoi, enfin on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même génial. 2 minutes donc pour toute la suite. Les déterminants, puisque c'était dans le titre, alors c'était les déterminants, tout ça, mais enfin, j'ai changé rapidement. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire là-dessus. Le vin est-il une solution? J'ai pris une petite, à son insu, une petite gif de Laurence. Je ne lui ai pas demandé, puis je l'ai mis comme ça. Le vin, une solution hydroalcoolique. Donc les déterminants, alcool, tanin, acide, on va dire un ou deux mots seulement sur chacun de ces déterminants. Le vin est une boisson hydroalcoolique. D'accord? Ce qui veut dire que, en termes de volume, la chose qu'il y a le plus, c'est de l'eau. Bon, ça tombe bien, ça nous rassure un peu, et puis on a meilleure conscience, quoi. On boit beaucoup d'eau quand on boit du vin. Puis la deuxième chose qu'on boit, c'est de l'alcool. Là, c'est le petit diable, voilà, de l'autre côté. Donc, est-ce que l'alcool participe à l'équilibre ou au déséquilibre? Bah oui, autant que l'eau. Trop d'eau, c'est un vrai déséquilibre aussi. Donc voilà quoi, effectivement, un des déterminants de ce qu'on appellerait l'équilibre, faut-il qu'on le définisse, est bien sûr l'alcool. Laurence nous disait, voilà, les consommateurs disent ne pas aimer les vins trop alcoolisés, alors trop alcoolisés en termes de degrés, trop alcoolisés en termes de sensations, enfin chaud en termes de sensations. Voilà, ça reste à déterminer, mais en tous les cas, c'est sûr, c'est que c'est un des déterminants. Le vin est un aliment acide. Alors un aliment, une boisson, tout ce qu'on veut, je ne savais pas quel mot utiliser pour que ça soit mal pris. Oui, bah, l'acidité, heureusement. Alors ça, c'est génial. Petite anecdote sur cette présence de l'acidité. Les vins, on va dire, il y a quelques années, étaient très acides, ou plus acides, et entre autres, pour des histoires de sous-maturité, et sans doute des histoires une moins bonne maîtrise de la volatile. Étienne, qui est là-bas, en sait quelque chose, puisque tu as dû en analyser des centaines de milliers, et le niveau de l'acidité était plus important. Donc on a dit, j'ai fini. Bon, je finis. Donc on a dit, on va arrêter de dire que le vin est acide. C'est stupide. Le vin est acide. Il faut juste qu'il ne soit pas trop acide ou pas assez acide, mais c'est une qualité. Alors maintenant on dit, oh, il a beaucoup de fraîcheur. Non. Donc voilà, donc un des déterminants du déséquilibre, c'est l'acidité. C'est un peu stupide quand c'est assez fondamental de l'objet. Vite fait, alors les vins avec du tanin, c'est un peu rugueux le tanin, voilà, c'est que les termes associés sont de l'ordre de la douceur, du côté kawaii, avec ce côté velouté, silky et tout ça. Et à côté de ça, c'est rude, rêche. Voilà. Donc choisissez votre camp. Moi, je préfère le côté quand même doux et soyeux, et voilà. Mais de temps en temps, un petit peu de Buster Keaton, c'est bon. Le vin, qui est un aliment gras et sucré, il faut faire gaffe en ce moment avec les pubs pour les aliments gras et sucrés. Si on l'applique au vin, bougez, mangez, je sais pas, dormez, mais faites gaffe à ça. Et donc oui, le sucre et le gras sont des déterminants, bien sûr, de l'équilibre du vin. Bien sûr. Donc bien sûr, voilà. Et enfin, pour finir, le vin comme un parfum, puisque ce qui compte ou ce qui va nous intéresser, et tout le travail merveilleux que vous faites, vous, professionnels du vin, c'est d'avoir une expression aromatique, avant tout, de quelque chose, enfin, du raisin, que vous allez espérer ou tout faire pour qu'il soit le meilleur possible, aider des conditions d'un millésime comme on a eu en 2018, et voilà, pour rendre cette aromatique. Et à partir du moment où on a une expression aromatique des vins venant soit du cépage, soit des techniques, en tous les cas, soit du terroir, bien sûr, des levures aussi, bien sûr, et de la thermo, pourquoi pas, on va avoir quelque chose qui va être complètement déterminant de l'équilibre du vin, puisque
c'est l'expression qu'on va aller chercher, en plus de ce qui est la matrice de cet objet dont nous sommes les sujets. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.